Lundi 27 mars, le mois de la femme, nous continuons à développer tout ce qui est retenu dans les thèmes du mois de la femme, éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de la fille en République démocratique du Congo. C'est le thème que nous allons exploiter aujourd'hui dans cette émission Grande Analyse. Grande Analyse, une émission qui vous permet de tout suivre sur l'actualité, mais aussi de sujets qui touchent la société. Aujourd'hui, sur ce plateau, je reçois pour vous une dame. Elle s'appelle Madame Joëlle Mbamba Kona. Elle est vice-présidente du CNDH. C'est avec elle que nous allons débattre sur le thème du mois de la femme. D'entrée de jeu déjà, je m'en vais la saluer. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Nous avons tant cherché cette émission et aujourd'hui nous vous avons sur notre plateau. Nous sommes honorés. Moi également. Ok. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'abord d'emblée de ces jours choisis pour commémorer la femme, le 8 mars? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est une journée qui commémore une lutte, on va dire, séculaire, ou bien même millénaire, de l'évolution des droits des femmes. Ce n'est pas une journée festive, comme on l'entend ici ou sous d'autres cieux. C'est une journée commémorative, une journée pour faire le bilan, faire l'état des lieux, voir les avancées et voir comment on peut s'activer les uns les autres. Je dis les uns parce qu'on le fait également avec les hommes, effectivement, pour faire évoluer l'état de la situation des droits des femmes. Donc je pense que c'est important qu'on retienne cela et qu'on transmette à celles qui n'ont pas l'information comme nous autres. La journée du 8 mars, c'est pas fête Yaba Maman, mais c'est une journée voilà, commémorative des droits des femmes. Voilà. Ok, merci. Nous retenons deux thèmes, deux mots, le numérique et l'autonomisation. Nous commençons par le numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est numérique, tout est digitalisé. Mais comment est-ce que la femme congolaise doit s'y prendre dans ce monde qui est devenu numérique aujourd'hui? Ce problème est très vaste. Hein. Il est même, on va dire, culturel. Parce qu'on ne reproduit que ce que notre culture nous a transmis. Et ça, effectivement. En d'autres termes, il faut travailler, changer de paradigme, changer la définition ou même le rôle social ou sociétal de la femme pour que la femme puisse comprendre qu'elle est actuellement appelée à être une actrice à part entière comme l'homme de la vie sociale, de l'économie de son pays, pour qu'elle puisse finalement se remettre en question et prendre les bonnes habitudes. Actuellement, la femme congolaise se comporte comme on va dire, un sujet. Une personne pour qui il faut aller militer, une personne pour qui il faut sortir un arsenal juridique. Elle ne prend pas encore sa place d'actrice. Et on ressent ça dans le vécu quotidien à travers son utilisation du numérique qui est plus axé sur les futilités plutôt que sur, on va dire, sur l'essentiel. Lorsqu'on observe, on se rend compte que les femmes de tous âges, hein, et les jeunes filles compris, sont plus dans le volet distraction plutôt que information. Dans ce qui peut instruire. Oui, le même téléphone, 90% de son temps, c'est la distraction plutôt que s'informer, plutôt que renforcer ses capacités, plutôt que essayer de mettre en avant ses bons atouts, je dis bien les bons atouts, parce qu'il y a des atouts qui sont également futiles, qu'on a l'habitude de mettre en avant, notamment sur TikTok. Moi, je vois des femmes utiliser TikTok pour apprendre aux autres ce qu'elles savent faire. Ce qu'elles savent faire, la cuisine, des bons plats, pour apprendre des soins de maquillage. Tout ça, ce sont des bonnes choses, des bonnes pratiques. Mais il y en a d'autres qui passent beaucoup de leur temps sur des futilités. Qu'est-ce que l'autre fait?
voilà, la perruque ici, c'est joli. Je suis à tel site, c'est joli. Voilà. Et c'est ça. Ça, c'est une façon, on va dire, distrayante, mais c'est en même temps une perte de temps. Oui, vous venez de le dire, mais je m'en vais vous poser une question. C'est vrai, le numérique, c'est plus dans de grandes villes. Cette femme congolaise qui vit dans le milieu rural, comment est-ce que vous, en tant que leader d'opinion, comment est-ce que vous pouvez faire pour faire comprendre à cette femme-là qui vit dans le milieu rural de comprendre l'avantage du numérique? Ça va prendre du temps parce que déjà, ces femmes n'ont pas accès à l'information de la même manière que les autres. C'est donc une culture ou une éducation numérique à mettre en place et à planifier à travers des campagnes, à travers le réseautage, parce que le réseautage permet à ce qu'une personne qui se trouve à un coin X puisse être en relais, en relation, suivant le produit ou le service qu'elle propose avec d'autres personnes qui se trouvent à un coin Y. Et de cette manière, commencer à comprendre au fur et à mesure, au fil des temps, que moi, je fabriquais du beurre de karité, par exemple. Je prends des produits qui nous proviennent souvent de l'intérieur et tout. Et j'arrive à vendre à Kinshasa parce que j'ai mis ça sur Facebook, j'ai une page, je propose, je fais livrer et tout. Celle qui regarde sa voisine qui fabrique le même produit mais qui n'utilise pas les outils et se dit mais moi en fait je ne sais pas vendre à 100 personnes. Pourquoi? Parce que je ne fais pas comme l'autre. De cette manière, on commence à se relayer les bonnes informations, à se copier les bonnes habitudes. Et ça commence à s'embraser et à prendre partout. Ça, il y a moyen, mais ça va prendre du temps. Donc, il faut inculquer aux femmes les bonnes pratiques pour que ça puisse être transmis ou retransmis aux autres, suivant le milieu et suivant les besoins de ces personnes. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un ministère du numérique. Est-ce que vous avez déjà eu à avoir du temps, parce que vous êtes dans ce milieu-là, vous côtoyez les politiques. Est-ce qu'il vous arrive de fois de parler? C'est vrai, aujourd'hui nous parlons du numérique, mais il y a plusieurs choses qui vont avec les femmes, que peut-être ceux qui vivent dans le milieu urbain bénéficient, et ceux qui sont dans le milieu rural ne bénéficient pas avec ce thème. Est-ce que vous avez déjà eu à penser peut-être à faire un plaidoyer du côté du ministère du numérique pour essayer d'étendre ce que les femmes qui sont dans le milieu urbain vivent par rapport à ceux qui sont dans le milieu rural? Les canaux sont activés. Nous avions été à la journée du 8 mars organisée par son Excellence, Madame Gisèle Ndaya. C'était au Palais du Peuple. Oui, oui. Oui. Et donc, cette question avait déjà été amorcée. Quand je dis les canaux, c'est que les acteurs principaux concernés en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les droits humains, le numérique, étaient présents. Et nous, notre modeste contribution en tant qu'activiste et défenseur des droits de l'homme, en tant qu'avocate, en même temps défenseur des droits de l'homme, se situe au niveau des plaidoyers, principalement. C'est-à-dire que nous nous intéressons aux décideurs, nous leur faisons des suggestions pour que ces personnes puissent prendre en compte justement et s'organiser en fonction. Ça, c'est ce qu'on fait. La grande question reste l'influence des médias sur la femme congolaise. C'est là où nous allons nous appesantir. C'est vrai que nous utilisons tous les réseaux sociaux. Vous venez de dire, certains l'utilisent pour communiquer. Certains l'utilisent pour montrer aux autres ce qu'eux savent faire. Mais aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux chez la femme congolaise. Quand je parle de la femme, je généralise, je ne dis pas toutes les femmes. Mais quand vous allez sur TikTok, que vous devez regarder des vidéos qui vous poussent à zapper ou à quitter TikTok, le plus souvent, c'est la jeune fille congolaise. À moitié nue, elles sont là pour faire des débats qui ne nous élèvent pas,
mais qui nous ramène vers le bas. Et quand vous voyez ce genre de choses, parce que nous tous aujourd'hui, nous utilisons les smartphones, que vous le voulez ou pas, il suffit que vous puissiez cliquer, vous avez ces vidéos-là. Quand vous voyez ça, en tant que femme, en tant que leader de femmes, qu'est-ce que vous vous dites en regardant, en voyant ces histoires? Je me dis déjà, ça c'est pour rire, qu'elles ont beaucoup de followers. Je ne sais pas comment. Curieusement, plusieurs personnes suivent. Suivent, effectivement. Les gens sont ancrés aux futilités. Et la femme, je trouve ça dommage parce que nous avons des atouts divins, je vais le dire, parce que celui qui a pensé, conceptualisé et créé la femme telle qu'elle est, avec le timbre vocal, avec nos attributs féminins, c'est le Créateur d'abord, c'est Dieu. Il a commencé à nous donner des atouts. Et ces atouts, nous devrions les mettre à profit pour devenir des grandes actrices dans la vie sociale, dans la vie politique, pour prendre les commandes, pour diriger, pour s'exprimer, diriger pas seulement la nation, diriger nos propres vies, hein, pour commencer. Oui. Parce que les principales barrières qui freinent l'autonomisation, puisque c'est ça le thème de la femme, pour moi, elles sont d'abord personnelles. Avant de rentrer dans les barrières sociales, religieuses, culturelles, d'éducation, les barrières sont d'abord personnelles. On est parti. Le problème est profond et on doit le traiter, mais vraiment au fin fond et dans tous les recoins possibles. Nous avons le français qu'on parle aujourd'hui nous a été transmis du fait de la colonisation. Nous avions nos langues locales. Et le français est l'outil pour véhiculer ou communiquer des valeurs, mais parfois des antivaleurs. Toute une culture qu'on nous a déposée. Dans la culture francophone, il y a une règle grammaticale qui dit le masculin l'emporte, n'est-ce pas? Oui. En bon français, quand il y a un monsieur et 100 dames, on met le tout au masculin. Pourquoi? Parce que le masculin l'emporte. Quand un homme est né, on l'appelle monsieur. Le jour de sa naissance, lorsqu'il se marie et même quand il devient veuf, pour la femme est tout le temps en quête d'identité. D'après cette culture que l'Occident nous a transmise, mademoiselle, madame et tout ça, ça varie suivant l'état et ça la conditionne à une certaine manière, une certaine perception de sa propre identité. Pour commencer, la femme est tout le temps en quête d'identité. C'est pour cela que vous voyez les jeunes filles actuellement, elles sont poussées à rapidement se marier sans être préparées à cette vie-là. Mais est-ce que je rebondis? Vous voyez que je vais très loin avant de vous répondre. Je rebondis d'abord à ce que vous venez de dire. Est-ce pas que la femme se sous-estime aussi elle-même? C'est pourquoi elle se lance dans tout ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est pour cela que je vous ai parlé des barrières personnelles. J'ai commencé par là. C'est ça que j'appelle barrières personnelles. Lorsque vous naissez, vous grandissez, vous avez tendance à vous sous-estimer vous-même. La société vous place des plafonds de verre, ce qu'on appelle plafonds de verre. Certaines fonctions ou certaines opportunités que l'on bloque aux femmes parce qu'elles sont femmes. Regardez les institutions, la plupart, quand vous regardez, on a tendance à se dire nous-mêmes au fond que c'est mieux que ce soit l'homme en tête. Ça, c'est la culture qu'on a véhiculée, qui ne dit pas son nom, mais on s'est retrouvé dans ces conditions et on est conditionné à l'infériorité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne met pas en avant nos atouts humains. On essaye de mettre en avant nos atouts de femmes simplement. Et encore, pas les bons atouts. Pas les bons atouts. C'est pour cela qu'on se retrouve dans une société où les femmes sont en quête d'identité. Elles s'identifient à leur physique, leur intellect, elles laissent de côté. Elles ne renforcent pas leur capacité intellectuelle. Elles ont tendance à renforcer leur capacité physique. Elles pensent que ça suffit. Ça ne suffit pas. Cette influence-là,
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes congolaises ou filles congolaises ou dames congolaises qui s'appellent influenceuses, qui passent dans les réseaux sociaux, qui vous font voir ou qui nous font croire que ce qu'elles disent, c'est ça. Je dirais, c'est la parole d'évangile. Et toutes ces jeunes filles, ou bien une majeure partie de jeunes filles, suivent ces dames-là. Et quand ils font marier, ce qu'ils font sur la toile et leur vie quotidienne, ça ne se marie pas. Ma question est celle-ci. Est-ce que la jeune femme ou la jeune fille, vous avez dit que c'est vrai, il y a peut-être des contraintes physiques ou personnelles, mais est-ce que la jeune fille congolaise d'aujourd'hui doit rester dans la logique de copier, de tout suivre ce qui se fait sur la toile? Parce qu'on ne dira pas seulement que ceux qui suivent ce qui se fait sur la toile n'ont pas étudié. C'est vrai, moi je connais des filles qui s'appellent influenceuses aujourd'hui, avec qui nous avons fréquenté les mêmes universités. Mais toi, tu es devenu comme ça, comment? Mais là, elle a un diplôme de licence, mais elle préfère faire sa vie sur la toile. Alors, est-ce que nous devons laisser cette dame congolaise qui vient s'exposer sur la toile continuer à s'exposer sur la toile parce que ça crée des dégâts, ou nous pouvons demander, ou peut-être qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour essayer de réguler ce secteur-là? C'est vrai que le numérique, ça nous permet à nous ouvrir au monde, mais je prends plus les réseaux sociaux, TikTok, tous ces réseaux sociaux qui peuvent nous amener aux dépravations de mœurs. Actuellement, je suis désolée de vous le dire, je comprends le souci, mais vous ne pouvez pas empêcher les gens, au nom de la liberté d'expression, de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont envie de dire, même s'ils vous disent que Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas les empêcher de faire cela. Ce qu'il faut faire, c'est réguler pour voir, vous, dans vos maisons, qu'est-ce que vos enfants regardent. À un certain âge, surveiller ces choses. Réguler également, voir, vous qui publiez, qu'est-ce que vous voulez apporter comme contenu. Les influenceurs, les influenceuses. Donnez du contenu, choisissez ce qui est utile, qui peut servir à la vie des gens. Les coachs de vie, ce sont des personnes qui peuvent aussi apporter surtout cela. Je ne parle pas des influenceurs ou influenceuses. Je ne sais pas en quoi ils influencent, ils savent eux-mêmes. Mais il y a des personnes qui ont un apport, et même un apport significatif. Parce qu'on s'est rendu compte que l'éducation que nous avons reçue, c'est l'éducation de base. Maintenant, à un moment, vous devez enrichir, renforcer vos capacités, compléter. Mais vous allez ramasser, vous-même, vous devez également choisir. Hein, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous ne regardez pas. Mais on ne peut pas interdire aux gens de s'exprimer. Si ces personnes se rendent compte qu'avec ce qu'elles véhiculent, elles ont 1 million de followers, ça signifie que ça marche pour elles. Donc, c'est un peu nous, les followers, les personnes, le grand public, qui, justement, alimentons ces stéréotypes. C'est nous qui créons ces légendes, finalement. Si vous ne suivez pas, vous ne vous abonnez pas, vous ne regardez pas régulièrement. Bon, elle a 10 personnes, 15 personnes. À un moment, elle va se dire que ça ne marche pas. Puisque vous suivez, vous y allez. Nombreux, ben, la personne se dit, ça marche. Il faut s'interroger aussi nous-mêmes sur ce que nous voulons, quel type d'informations nous voulons amasser, quel type d'informations nous voulons transmettre aux autres. En ce moment-là, ça peut aller. C'est ça la part de l'éducation du numérique, justement. Mais interdire, ça va être compliqué. Le monde virtuel est là. Il coexiste avec le monde physique dans lequel nous nous trouvons présentement. Actuellement, on ne peut pas faire sans. On fait avec. Qu'est-ce que les femmes peuvent retenir de votre passage du numérique avant que nous puissions aborder le deuxième thème qui est l'autonomisation de la femme? Les femmes doivent retenir quoi du numérique? Les femmes doivent retenir que le numérique est là, il est présent, il s'est imposé. C'est un monde à part entière et il est là comme outil pour véhiculer des informations. Alors, je pense qu'il faut que la femme fasse des bons choix parce que le numérique peut l'aider. Le réseautage pour renforcer ses capacités,
pour proposer ses biens et ses services, pour enrichir son image, enrichir ses connaissances. C'est un outil de l'heure et la femme peut s'approprier cet outil et en faire un atout, plutôt que d'utiliser ça simplement pour la distraction, parce qu'en ce moment-là, on passe à côté de l'essentiel. Et la femme est censée être une actrice à part entière dans la vie sociale, dans la vie publique, politique, dans sa communauté, sa famille. Alors, en tant qu'actrice, elle doit se préparer, s'armer, s'outiller utilement. La lutte n'est pas facile. Merci, je retiens cette dernière phrase, la lutte n'est pas facile. C'est par ces mots que nous allons aborder le deuxième thème, qui est l'autonomisation de la femme. Madame Joël, que doit comprendre la femme congolaise de l'autonomisation? Parce que c'est partout où on entend parler. Je suis autonome, je suis autonome, je suis autonome. C'est comme il y a 10, 12 ans, 8 ans, on nous a parlé de la parité, c'était parti comme ça. Aujourd'hui, c'est l'autonomisation. Mais que doit comprendre la femme congolaise de l'autonomisation? L'autonomisation, en lingala, on va dire komikoka. Komikokela. Voilà. C'est très important que la femme devienne autonome. Et pour cela, elle doit briser, mais traverser les barrières, ce qui l'empêche à être autonome. J'ai parlé des barrières personnelles, celles qui sont ancrées en nous et qui nous empêchent à sortir de notre cocon de femme. Nous avons les jeux de rôle de société qu'on attribue aux femmes. Par exemple, en général, dans nos communautés ou dans nos sociétés, la femme porte le poids des charges ménagères. Je dis le poids parce qu'on a l'impression qu'en tant que femme, c'est à la femme qu'incombe toutes les tâches ménagères. Alors que le ménage dans un couple est censé gérer par les deux, et l'homme et la femme. Alors, quand je parle des jeux de rôle, on a l'impression qu'on a attribué à l'homme le rôle d'apporter l'argent et d'être le chef, et à la femme la gestion de tout ce qui doit être géré. Et à un moment, ça devient lourd. Ces choses doivent être rectifiées et bien comprises. Je dis bien comprises parce que j'ai souvent des problèmes avec nos papas à cause de ça. Effectivement. Oui, oui. Et on a ce que la société a attribué à la femme comme rôle de second. Lorsque moi j'étais encore jeune femme, il y a eu une campagne à l'époque, toutes les filles à l'école. Et ça, c'était une campagne qui m'a énormément marquée. Parce que je me suis rendu compte que dans nos villages, et même ici à Kinshasa, il y a eu une culture à l'époque où quand le parent n'avait pas les moyens, il privilégiait les garçons. Et la femme, bon voilà, elle va se marier quand elle a déjà 18 ans. Et tout ça. Comme si, voilà, la femme est un trophée, tout simplement, pour l'homme. Lorsqu'elle est conditionnée, elle ne fournit des efforts que pour se trouver un mari et pour garder un mari. Et ceci, parfois, au péril de sa vie. C'est pour cela que nous voyons les violences basées sur le genre, toutes les formes de pratiques dégradantes ou humiliantes pour la femme persister jusqu'à présent. C'est toutes ces choses qui font que l'autonomisation de la femme soit un défi, et un défi de taille. Parce qu'une femme qui est autonome, ce n'est pas une femme qui a beaucoup d'argent. C'est une femme qui a une liberté de penser et une responsabilité dans la société. C'est ça pour moi ma définition d'une femme autonome. Peu importe sa bourse ou les moyens financiers dont elle dispose. Parce que les femmes aussi ont tendance à croire que lorsqu'elle a un peu de revenus et un travail, et si l'Ingaï n'a commis autonome, voilà. Monsieur, tu n'as plus rien à dire. C'est là où je voulais revenir. Ça brise l'harmonie, mais c'est là où je voilà, c'est tout ça. C'est une éducation à l'autonomisation. C'est une éducation. Ça part du renforcement
des capacités, les capacités intellectuelles, mais l'éducation civique ou même citoyenne également de la femme pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle et qu'elle utilise ses atouts de femme pour construire sa vie et la société. Vous venez de l'anticiper, en fait, c'était la question qui devait suivre. Ah. Quand une femme devient autonome, je voulais qu'on puisse discuter de l'apport positif dans le foyer et le négatif. Je connais un papa qui disait à son fils, ce qui moi si un licencié, c'est qu'il faut ça la formation qu'on les caille. Pourquoi? Parce que le papa se disait que la femme doit toujours être en dessous de l'homme. Mais aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, l'homme n'est pas ministre. Est-ce que les fonctions que peuvent occuper les femmes aujourd'hui dans la société peuvent aussi fragiliser le foyer? Oui, oui et non. Tout est question d'éducation. Éducation de base. Il faut faire le distinguo, la part des choses entre Maître Joël, la femme qui est en face de vous là actuellement, et Maman Joël, la maman de Malik et Malaika, et Madame Joël. Le distinguo doit toujours exister et même persister et être une culture parce que c'est une valeur. La femme est un être multifonctionnelle. Elle sait jouer plusieurs rôles en même temps. Et son rôle de femme, avec tout ce qu'il y a dedans, elle doit le garder. Et ça, c'est l'éducation. C'est en même temps des garçons et des filles. Lorsque vous allez dans nos maisons, on éduque les garçons à ne pas apprendre hein, les tâches ménagères. Oui. Parce qu'il y a des mamans aussi, son fils entre à la cuisine. Sacrilège, elle crie au sacrilège. Alors il faut vite sortir. Oui, tu ne peux pas entrer en cuisine. Bande konayo ya basi bazali, c'est bien. Mais vous conditionnez l'homme à se retrouver comme un mari qui ne va jamais passer par la cuisine, ne fût-ce que pour couper l'oignon et donner l'assiette, alors que c'est beau. Vous voyez que l'éducation de base joue un grand rôle. Il y a des personnes qui se retrouvent complexées, les hommes ou les femmes, hein, par le travail de l'autre. Quand la femme commence à mieux s'en sortir, parfois elle se dit, bon, monsieur, tu n'as plus rien à dire et tout. Parce qu'au fond, elle avait déjà cette barrière personnelle. Elle se considérait elle-même comme inférieure du fait que l'homme apportait tout ou la majorité des revenus à la maison, du fait que l'homme a toujours, non pas dialogué pour les grandes décisions, mais imposé toutes les grandes décisions, parfois les plus petites décisions. Il y a vice-versa, hein, les hommes aussi qui sont complexés par des femmes instruites. Il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés par des femmes instruites et qui mettent déjà en tête que oh, ça ne va pas marcher parce que lorsque la femme s'exprime, il a comme l'impression que ça va classe naïe, alors que c'est peut-être du bon sens ou même une bonne éducation. Moi, je pense que tout part de l'éducation. Et l'éducation, comme je l'ai dit, ça se complète. Hein. On doit renforcer les capacités, apprendre aux uns, aux autres, aux unes et aux autres leur rôle pour que l'autonomisation soit un atout, puisse contribuer à l'évolution, l'épanouissement du foyer dans ce cadre-là de foyer, plutôt qu'à la destruction. Parce qu'en même temps, ça peut devenir un outil d'orgueil et donc apporter de la frustration et finalement détruire le noyau, détruire la cohésion de votre foyer. Vous avez parlé de la femme autonome au foyer. Nous allons parler de cette femme autonome, mais qui vit seule, qui se cherche. Plusieurs jeunes filles, aujourd'hui c'est Dubaï, elles veulent toutes aller à Dubaï, Nicolo Dubaï, c'est ça. Ces jeunes filles-là, ou ces jeunes femmes qui se lancent dans des mauvaises pratiques. Les femmes capables. Bon, elles s'appellent capables, je ne sais pas capables en quoi. Mais bon, comme elles se disent capables, nous leur concédons. Mais ces femmes-là, qui veulent imiter, parce que telle a fait ceci,
l'autre, tel a fait ceci, je veux aussi faire comme elle. Mais ne sachant pas que peut-être celle qui a fait, qui va à Dubaï, c'est peut-être que parce qu'elle a un travail qui permet d'économiser et puis se taper de vacances à Dubaï, parce que aujourd'hui c'est redevenu à la mode. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme congolaise qui se cherche, qui cherche à devenir autonome dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire à créer un petit commerce, à épargner et pour qu'elle puisse s'épanouir dans une année ou 2 ans ou 3 ans? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme? Déjà, les imitations n'ont de valeur que les valeurs qu'on accorde aux imitations, donc pas beaucoup de valeur. Il faut être authentique. Quand ce que vous avez de particulier, votre talent personnel, vous pouvez vivre de ce talent-là. Il y a des personnes, moi c'est le droit, moi vraiment j'ai été taillée pour le droit. Depuis que je suis enfant, je savais déjà ce que j'allais faire. Il y a des personnes qui sont fortes pour la coiffure, pour le dessin, il y en a qui sont fortes pour le commerce, certaines pour le chant, certaines pour l'artisanat et tout ça. Toutes ces choses sont des atouts. Vous les sentez naturellement, vous les développez. Maintenant, pour votre autonomisation, votre épanouissement, vous devez vous organiser. Ça, c'est le mot-clé, organisation. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous possédez? Vous avez une idée, une pensée, un projet. Vous avez de l'argent. Vous devez avoir 5 000. Vous avez 500. Comment vous allez faire pour atteindre votre objectif? Écrivez votre projet. Regardez ce dont vous avez besoin. Regardez ce que vous avez déjà. Regardez ce qui vous manque. Et de cette manière-là, pour que le projet soit plus rentable, vous commencez à rajouter les capacités, le personnel, rajouter l'aide financière, frapper à des portes. Comment vous vendez maintenant quand vous avez écrit? Comment vous vendez votre produit, votre idée? Vous devez communiquer pour que les gens puissent connaître cette idée, pour que les gens puissent connaître vos services ou votre produit. En ce moment-là, vous regardez les outils, le numérique, c'est lié, hein, ce sont des matières transversales. Comment vous pouvez les utiliser pour apprendre des autres, des personnes qui font déjà ce travail et qui s'en sortent de cette manière-là. Et comment vous pouvez vous organiser pour organiser votre singularité, votre marque à vous, la valeur ajoutée, vos atouts. Qu'est-ce que vous avez de plus que les autres n'ont pas? Votre produit, vous devez bien le présenter parce qu'on a ce problème en Afrique en général. Quelqu'un vous fait du thé, on vous fait du clinitol, des détergents ici. Mais nous, on préfère acheter Monsieur Propre. Pourquoi? Parce que c'est bien emballé. Alors que c'est peut-être notre présentation qui pose problème. La chikwang, depuis Toyebi Kwanga, et tout. C'est pas mauvais parce que voilà, je crois que ces feuilles permettent de conserver et tout ça. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez trouver votre emballage, innover, comme ceux qui ont fait les shawarma. Vous innovez et vous faites vos crêpes, vous avez une valeur ajoutée et vous mettez le prix, on va acheter. De cette manière-là, vous devenez autonome, vous devenez une valeur, vous devenez une marque. Il y a des personnes qui le font de plus en plus. Et ces personnes-là, avec le temps, finissent par s'en sortir. Les obstacles ne manquent pas, mais avec de l'organisation, il y a moyen d'avoir de la lucidité pour surmonter les obstacles. Si vous vous retrouvez comme certaines femmes, elle a eu un 5 000, elle ne sait pas quoi en faire. Bon, Nakena nous Dubaï, elle vous prend, le billet d'avion lui coûte peut-être le tiers de l'argent, alors qu'elle pouvait envoyer l'argent et épargner. Avoir des photos sur TikTok. Oui, elle pouvait épargner les 1500 qu'elle a utilisés pour le billet et utiliser ça autrement, peut-être fusionner les avoirs avec une amie, pour que Balongolambonga billet moko qui est un coût supplémentaire sur cet investissement-là et nous ramener plus de produits, alors qu'elle va ramener son aller-retour des produits de 2500 alors qu'elle pouvait ramener des produits de 4000. Finalement, quand elle va revendre, elle n'aura pas le bénéfice qu'elle est censée escompter de ce prix-là
et mais finalement, au lieu que ça soit une activité lucrative, ça devient un divers, ça marche pas, et les femmes, on a du mal à épargner. Tango on a les cabellos de $300, elle part, non, 30 pouces, $300, elle va 28, 30 pouces, voilà. Elle va acheter, et puis bon, après, papa, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça qu'on fait du surplace. Les femmes font du surplace, faute d'organisation. C'est pour cela que j'ai donné un mot-clé, organisation. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Gérer un projet dans sa création, lorsque vous faites votre cahier de charge, jusqu'à sa réalisation. Est-ce qu'elles ont l'habitude de faire un cahier de charge avant de commencer un commerce? Il faut déjà qu'elles sachent qu'il faut un cahier de charge pour un projet, même le plus petit projet. Il faut le concevoir, le conceptualiser avant de l'exécuter, parce que là, vous avez déjà 50% de chances que ça fonctionne. Si vous n'avez pas conçu, écrit, élaboré un projet, vous avez 50% de chances que ça échoue. Parce que vous n'évaluez pas les risques, le risque zéro n'existant pas, vous allez vous planter sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme. Mais un jour, vous allez vous planter. Et c'est pour cela que l'on n'évolue pas. En tout cas, en général, on fait du surplace. Voilà. Voilà. Une avant-dernière question avant que nous puissions terminer. Vous avez évoqué quelque chose quand vous étiez en train de parler. Vous avez parlé du chant. Je me pose toujours la question, dans 5 ans, 6 ans, est-ce que nous verrons encore ces mamans qui passent dans nos rues chaque matin? Parce que aujourd'hui, la jeune femme ou la jeune fille congolaise, c'est plus lancée dans le numérique. Qui va aller faire le chant pour nous? Ma question est la suivante. En tant que femme, c'est vrai qu'il y a des fermes, mais ces mamans-là qui cultivent derrière nos maisons, nous en avons aussi besoin. Elles ont des enfants, mais deux fois, des enfants qui ne veulent pas apprendre les métiers qu'ils font leurs mamans. Ces enfants-là qui ne veulent pas apprendre, parce que c'est vrai que les mamans qui font ça, qui vendent, sont aussi autonomes d'une manière. La question est la suivante. Est-ce pour être autonome, il faut seulement faire de grands commerces, ou même ce petit commerce-là, ou ces petits champs-là que nous faisons, peuvent aussi rendre autonomes ces femmes? Si c'est oui, quel conseil vous donnez aux enfants de ces femmes maraîchères? Je vais vous faire rire, je pense que vous le connaissez, sinon à l'intention du grand public, 80% de notre économie nationale est tenue par le secteur informel, dont les mamans maraîchères sont en grand nombre. Et les femmes, en réalité, tiennent l'économie de ce pays. Ces femmes sont là. C'est vrai que l'industrialisation, la digitalisation des données et tout ce que nous avons actuellement est en train de tuer l'économie maraîchère parce qu'elles ne savent pas toujours s'organiser et elles n'ont pas beaucoup de moyens pour nous fournir un travail à plus haute sphère. Les mamans maraîchères, je les salue. On a échangé à plusieurs occasions avec nos conférences de AIFA dont je suis également présidente. Les champs ne vont pas disparaître, mais on a des problèmes d'insécurité. Il faut que l'État intervienne. À l'Est, par exemple, qui va sortir te faire du champ dans des conditions d'insécurité pareilles, où la population est obligée souvent de se déplacer, mais à pied levé, parce que le champ, il faut rester, il faut observer jusqu'à ce que vous ayez votre récolte. Ici, elles ne sont plus propriétaires des terres. On voit comment les terres sont en train de partir. Hein. Les chefs coutumiers, toutes les autorités qui les récupèrent, elles n'ont pas d'outils agricoles pour faire et transformer leurs produits. Elles ont même, à cette journée du 8 mars, exposé leurs besoins. Elles ont des filles qui pourraient s'intéresser
Mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Quand vous n'avez pas des moyens. Elles subissent des violences conjugales. Parfois, quand elles ramènent de l'argent, l'homme récupère presque tout. Elle ne sait pas s'en sortir ou épargner parce que c'est parti dans les divers monsieur à tout prix. Ce sont des personnes qui ont quand même beaucoup de difficultés. Le conseil, c'est que pour celles qui peuvent, en tout cas, il faut continuer parce que je pense qu'on ne peut pas développer un pays avec l'agroalimentaire importé qui vient de l'étranger. Il faut que ces choses, les biens de première nécessité, l'eau, l'électricité, la nourriture puissent être produits, ces biens doivent être produits de manière locale parce que déjà ici ça reviendrait à moins cher si on produit ici. Ça va permettre voilà, arranger les axes, les canaux de communication, les voies ferrées, les routes et tous les canaux pour que ce qui est produit en Équateur, on a du poisson qu'on peut récupérer, on a agriculture, culture, pêche et élevage. On a tout ce qu'on peut ramener, nos champs, les oignons qui viennent du Congo central et d'un peu partout, les pommes de terre qui viennent de l'Est ou de Lubumbashi, qu'on puisse les acheminer facilement. On doit cultiver, c'est aussi un devoir civique et patriotique que de soutenir la production locale à ce niveau-là. Et je pense que s'il y a ce soutien des autorités, mais ces femmes, elles vont même se multiplier parce qu'elles ont le talent, elles retransmettent ça à leurs filles qui les observent. Il y a des personnes qui vont faire ce travail, mais l'État doit aussi nous filer un coup de pouce pour la sécurité, pour renforcer les capacités de ces femmes et associer à cela le numérique. Je pense que ça ne va jamais s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. C'est même une tradition. Nous ne pouvons pas terminer cette émission sans vous donner un dernier mot. Votre dernier mot par rapport à ce que nous venons de dire, par rapport au thème du mois de la femme et un message particulier à toutes les femmes de la République démocratique du Congo. Mon dernier mot est un mot de remerciement. Je vous remercie donc la télévision FM parce que vous m'avez reçu et donc vous m'avez honoré en tant que femme pour que je puisse m'adresser à ma communauté, aux femmes et aux hommes de ce pays. J'adresse un mot à toutes les femmes, mes mamans, mes sœurs. Sachez que la féminité est un atout divin que Dieu nous a donné pour que nous puissions jouer notre partition dans la société, apporter cette touche. Et c'est nous qui éduquons les enfants, l'éducation de base, c'est nous qui les portons déjà dans nos seins, c'est nous qui transmettons ce qu'on dit. Vous connaissez cet adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous devons nous remettre en question, nous mettre à réfléchir sur le contenu de ce que nous regardons, le contenu de ce que nous transmettons aux autres. Nous devons nous remettre en question sur ce que nous voulons apporter à nos communautés, nous approprier les outils, le numérique, les outils de communication, parce que ça va énormément nous aider à renforcer nos capacités. Et lorsqu'on renforce nos capacités, on devient plus autonome et plus à même à s'exprimer, plus à même. Et de cette manière-là, en amont, il y a les problèmes tels que les violences basées sur le genre qui commencent à s'estomper, à se réduire. Parce qu'une femme qui sait ce qu'elle vaut, elle sait où mettre ses pieds. Et donc, elle est de moins en moins sujette à certaines pratiques. Parce que les gens regardent aussi avant de poser des actes. C'est une manière de prévenir certaines choses, certaines violences, et d'élever la société. Nous devons nous rendre compte que nous sommes à part entière des actrices et non pas des sujettes. Nous devons être des actrices dans notre société. Rentrer dans la politique, rentrer dans l'enseignement et à tous les endroits décisionnels possibles
pour que nous puissions nous porter les unes les autres et faire évoluer la cause de la femme. On ne pourra pas développer ce pays sans les femmes. Et le chef de l'État qui est le champion de la masculinité positive, je pense qu'il ne fait que prêcher dans ce sens-là. Voilà un peu. Voilà, c'est sur ce mot de Madame Joël que nous mettons un point final à cette émission. Grande analyse de ce lundi 27 mars, mois de la femme oblige. Nous étions obligés de parler de la femme et Madame Joël nous a honorés. C'est vrai que nous avons cherché sa présence la semaine dernière, mais vu ses occupations, elle n'a pas pu répondre à notre invitation, mais elle l'a fait aujourd'hui. Ça nous va droit au cœur. Je dis merci à toute l'équipe technique qui nous a assistés et à vous qui nous avez suivis. S'il y a des suggestions, des remarques, n'hésitez pas de le faire. On se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye.